Nous vous souhaitons la bienvenue à Paris. Nous vous prions de rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée et vos bagages rangés jusqu'à la consigne des ceintures soit éteinte. L'utilisation des fonctions de réception et de transmission des appareils mobiles est maintenant permise. Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti, très heureux de vous accueillir pour cette édition du 24 mai 2024, une édition de mon carnet qui vous parvient en direct de Paris où se tient cette semaine la 8e édition de Vivatech, cette foire française du numérique qui devrait accueillir, selon les organisateurs, plus de 150 000 visiteurs pour voir plus de 2800 exposants. J'ai pour vous une sélection d'entrevues avec des exposants français, québécois, sénégalais, ivoiriens et même réunionnais. Mais d'abord, on va aller rejoindre mes compères Jérôme Colombin et François Sorel pour avoir un survol de cette édition du Vivatech 2024. Alors messieurs, je vous retrouve au Vivatech. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition-ci? Ah tiens, Jérôme. Allez, j'y vais. Alors Vivatech, ça fait 8 ans que ça existe. Moi, on l'a vécu avec François depuis la toute première édition. Et notre petite fibre patriotique vibre, en fait, il faut l'avouer, parce que c'est quand même une réussite. Et c'est une réussite... il y a eu une montée en puissance. Au début, évidemment, il y avait un peu d'incertitude. Mais là, on a l'impression que c'est un salon qui a pris sa vitesse de croissance, de croisière, et qui arrive à susciter de l'intérêt auprès des entreprises, les grandes entreprises, pas toutes forcément des entreprises de technologie, d'ailleurs, on peut en parler, beaucoup de start-up, le public aussi. Il y a un monde fou. Ils arrivent aussi à maintenir une dimension internationale avec des intervenants, des têtes d'affiche qui viennent de tous les pays, des exposants qui viennent de tous les pays. Après, il y aurait des réserves à formuler, quelques critiques à faire, mais grosso modo, c'est quand même un gros pouce vers le haut, quoi. Pareil que Jérôme, moi j'ai un simple petit bémol, c'est que j'ai parfois du mal à comprendre à quoi sert ce salon. C'est-à-dire que autant... déjà, le fait de tous se retrouver et d'échanger sur la tech, c'est super. Mais je trouve que, par exemple, le CES a beaucoup plus de profondeur. Le CES, chaque marque, chaque constructeur vient avec des nouveautés qu'il garde secrètement et qu'il largue comme ça pendant cette semaine du CES. Ici, c'est un petit peu plus flou, je trouve. Tu as les grands groupes qui discutent avec les startups, ça c'est génial, parce que ça crée... une espèce d'émulsion économique, c'est très très bien, mais je trouve que ça manque un peu plus de, comment dirais-je, c'est pas d'annonce. Voilà, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'actualité en fait à Vivatech. Cela dit, ça nous permet malgré tout de faire de très bonnes émissions à tous les trois. Mais c'est vrai que souvent on s'amuse à comparer le CES, à le comparer au CES, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Il y a de la tech. Mais c'est pas le même but. Les gens ne viennent pas pour la même chose, en fait. Oui, alors, mais je crois que ça c'est en train aussi d'évoluer, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des entreprises qui réservent leurs annonces pour Vivatech. Il y a des petites choses, je sais pas, par exemple, je pensais, il y a Bouygues Télécom qui va lancer un nouveau système de consultation des programmes avec un chatbot par intelligence artificielle sur les téléconnectés. Il l'annonce ici à Vivatech. C'est français, tu vois ce que je veux dire. C'est français, oui. Bouygues Télécom n'aurait jamais annoncé ça au CES, de toute façon. C'est d'un autre calibre, le CES, je trouve. On joue pas dans le même niveau, mais c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est que c'est vraiment un salon là qui réunit les acteurs de la tech, qui vont réseauter, qui vont peut-être créer du business, mais c'est pas là où, enfin, on a été Microsoft, Google au CES. Moi, j'ai reçu des claques au CES. Pour l'instant, ici, j'en ai reçu moins. C'est parce que tu étais passage. Peut-être aussi. Enfin voilà. Mais après, mon coup de cœur, il y en a plein. Moi, j'adore on parlait avec Jérôme tout à l'heure du stand d'ADP qui est à l'aéroport de Paris. Ça aussi, c'est amusant parce qu'il n'y a que là que tu vois ça. ADP qui présente un peu le parcours du voyageur qui prend l'avion de demain, avec la biométrie, avec des nouveaux systèmes de bagages hyper intelligents, etc., etc. Donc il y a plein de choses intéressantes à voir quand on aime la tech aussi. Et voilà, il y a plein de trucs super. Il y a des choses que tu verras pas au CES. Il y a l'armée française qui est là. Il y a le renseignement, la DGSI.
les espions, des GSE même, je crois plutôt. Donc ça, voilà, c'est aussi des particularités françaises amusantes. Il y a un truc, puisqu'on est dans... pas notre plaisir. Ne boudons pas notre plaisir. On a un gros rendez-vous maintenant qui est en France, à Paris, qui rayonne à l'international, au niveau européen. Et ça, voilà, on ne peut que féliciter les organisateurs et publicistes notamment, qui est derrière cet événement. Bravo, chapeau. Non, c'est vraiment une réussite. Et encore une fois, c'est un bon trend, quoi. Ça n'a été que en progression d'année en année. Vous faisiez la comparaison avec le CES. Je vais poursuivre là-dedans rapidement. Ma grande surprise, moi, quand j'arpentais l'exposition, c'est de voir à quel point, ici, en France, les femmes sont présentes dans l'industrie. Repensez à la dernière marche que vous avez prise à Las Vegas au CES, là. Il y a peu de femmes. Et ici, j'ai l'impression que minimalement, c'est la parité. Et ça m'impressionne beaucoup. Ah ça, je trouve ça super intéressant, ta remarque, parce que c'est un œil extérieur que tu portes sur la France. Vu de France, pourtant, on trouve qu'on n'en fait pas assez. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation majeure. La parité homme-femme, donc il y a énormément de démarches qui sont faites, il y a des associations, il y a des mouvements qui sont initiés pour ça, il y a une grosse prise de conscience et du coup on n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais en effet je pense qu'on n'est pas mauvais, on est en avance, comme sur un autre domaine où on n'est pas mauvais non plus pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire prise de conscience et mobilisation, c'est tout ce qui est environnemental. Et effectivement, par exemple, un détail, à Vivatech, il n'y a pas de bouteilles en plastique, c'est interdit depuis plusieurs années, parce que c'est pas bon pour la planète. Alors c'est casse-pied, franchement, pour boire, on n'a rien fait de mieux que les bouteilles en plastique, plutôt que de courir après des fontaines à eau avec des gobelets en carton. Que tout le monde va à la même fontaine à eau en même temps, tu vois, donc c'est vrai que... Oui. C'est pas rigolo, mais tu vois, ça fait partie du truc et c'est parce que c'est dans toutes les têtes ici en France, c'est vrai que c'est important et je pense qu'on est moteur là-dessus et ça se retrouve au CES, ça aussi, cette préoccupation environnementale et aussi au niveau de la parité. Oui, au CES, tu as des bouteilles d'eau. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est que si on commence à parler beaucoup d'environnement, y compris dans les produits tech, etc. au CES, c'est notamment sous l'influence des Français, peut-être même des Européens d'une manière générale. Et pour revenir à la parité, tu as raison, et je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Nous, on a plus le recul nécessaire que toi tu as, mais c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Les femmes représentent 10% je crois, des étudiants dans la tech. Des élèves ingénieurs, et encore 10%. On est vraiment sur la fourchette haute. On est vraiment très très loin de la parité. Et il faut peut-être faire attention aux effets de loupe, aux biais qu'il y a ici. C'est-à-dire que, comme toutes les boîtes ici sont conscientes de ça, elles poussent peut-être plus les femmes pour qu'elles soient surreprésentées, mais c'est peut-être pas le cas dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup moins de femmes CEO d'entreprises de tech que d'hommes. Ça, c'est une réalité. Ici, un des thèmes, évidemment, comme un peu partout quand on se promène à travers la planète, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous trouvez que, parce que principalement, c'est quand même un reflet de ce qui se fait en France, est-ce que vous trouvez que la France est là où elle devrait être aujourd'hui dans le domaine de l'IA? Moi, je pense que oui. Je pense que on a une vraie culture de cette technologie, on a un vrai savoir-faire, on a une vraie histoire, on a des vrais, de vrais dieux de l'IA. Alors j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas de vrais talents de l'IA. Et je pense qu'on est sans doute parmi les pays les plus matures dans ce domaine-là. On se pose déjà des questions sur la régulation, sur plein de choses, et on est mature sur ce sujet. Après, le problème, c'est toujours le même. C'est est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on a la capacité à garder nos talents ? Parce que les talents français, il y en a des pelletés. Le problème, c'est que les Google, les Microsoft, les Amazon, les OpenAI, nous les piquent. J'ai été surpris de voir le nombre d'ingénieurs français chez OpenAI qui sont là et qui maintenant vivent en Californie, si tu veux, tu vois, alors qu'ils pourraient très bien être ici. Travailler pour Mistral. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mistral, il y a plein d'autres. Il y a QTI qui est une boîte incroyable. C'est pas une entreprise. C'est un centre de recherche, en effet. Oui, mais il y a des salariés. Ouais, bien sûr. Voilà, travailler pour eux.
Est-ce qu'on est au niveau où on devrait être? Alors, il y a l'aspect dont parle François, il y a aussi le côté entreprise. Évidemment, on n'a pas OpenAI, on n'a pas Google, on n'a pas Anthropic, mais on va aller se positionner sur, comme d'habitude, nous, sur des niches, en cultivant ce qui nous est cher, les questions de démocratie, respect des règles démocratiques. J'ai interviewé quelqu'un qui lance, il y a un groupement, là, une initiative qui vient d'être lancée pour essayer de définir des modèles d'intelligence artificielle réellement respectueux des règles démocratiques. Ça peut aller très loin, hein, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais tu vois, la démarche est vachement intéressante. Il y a la réglementation où on est très fort, et puis on commence à avoir des pépites, des boîtes intéressantes dont on parle moins parce qu'elles ne s'adressent pas au grand public, mais qui créent des modèles de langage en circuit fermé pour les entreprises. Donc il n'y a pas de problème de fuite de données, il n'y a pas de problème d'atteinte à la souveraineté, etc. Je pense notamment à une boîte qui s'appelle LightOn, qui fait beaucoup de choses avec des grands comptes européens. Voilà, on est à la place où on peut être. Évidemment, on n'est pas les Américains. La bataille est vachement dure à mener, mais on n'a pas à rougir, me semble-t-il. Je termine. Dernière question. Qu'est-ce que vous invitez mes auditeurs à aller écouter dans ce que vous avez couvert cette semaine? Écoute, moi je vais faire l'effet miroir et je vais inviter à aller écouter le Grand Débrief, qui est l'émission qu'on a enregistrée tous les trois, donc qui est un petit peu la version XXL de ce qu'on est en train de faire ici, où on passe en revue non seulement les choses qui nous ont marquées ici à Vivatech, ce qu'on en retient, et puis les annonces de ces dernières semaines avec Microsoft, Google, OpenAI, etc. Et où je pense, c'est pour l'avoir réécouté cette émission, on va vraiment assez loin dans le niveau d'information qu'on donne aux gens, parce que c'est quand même des informations quasiment de première main. Enfin voilà, on est aux premières loges pour traiter toutes ces infos. Et puis aussi dans l'analyse et dans la mise en perspective, qui est notre point fort, nous les vieux briscards de la tech que nous sommes. Et François? Les vieux, oui, bon, d'accord, ok, allez, les vieux. Dans tout ce que tu as fait, tu en as fait encore plus d'heures. Oui, bien sûr. Déjà, j'ai été très heureux de t'accueillir dans De quoi je me mail. C'était une première. Voilà, petit moment d'émotion. Donc, Bruno dans De quoi je me mail. Évidemment, on a débriefé l'actu avec Jérôme et tout. Ça, c'est toujours intéressant. Après, comme invité, j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup, pas mal, intéressant. Mais qui te marque dans tes invités? J'ai bien aimé, encore une fois, Eric Carrel, qui est le patron de WeSings, qui expliquait, qui a une vision sur la e-santé très intéressante, et qui, justement, m'expliquait que pour lui, l'intelligence artificielle générative était vraiment la plus grande innovation technologique de ces 35 dernières années. Et quand on sait que ce gars-là a tout connu, c'est un vieil ingénieur à qui on la raconte pas, tu vois. Des trucs, il en a vu, des tonnes et des tonnes. Quand il dit que l'IA générative, pour lui, c'est le truc le plus important qu'il a jamais vu dans toute sa carrière, tu te dis waouh, quand même, tu vois. Là, il se passe quelque chose. Donc voilà, l'interview d'Eric Carrel. J'ai reçu aussi Marina Ferrari, qui a été une très bonne surprise, qui est la secrétaire d'État chargée du numérique. Très bonne surprise parce que elle a dit des choses hyper intéressantes et hyper pertinentes. Alors, je n'en doutais pas, hein, mais franchement, c'est à écouter aussi. Messieurs, merci beaucoup pour cette petite version de débrief du Vivatech. Évidemment, j'invite les gens à écouter la version XXL. Et puis, je vous dis quoi à la prochaine au CES? Évidemment, je suis très heureux d'être là le mois prochain, avec Jérôme, avec toi. Tout le monde, ça va être tellement bien, tellement content, tellement heureux. C'est un concours d'accent, moi j'irai pas sur ce terrain-là. Hein. Alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Oh là là là. Voilà. Pour cette 8e édition, il y a une délégation canadienne, on parle d'une 60aine d'entreprises, qui a été montée par les gens de Scale AI pour venir démontrer le savoir-faire de chez nous aux visiteurs, principalement européens, qui arpentent les allées de Vivatech. Je vous propose une conversation que j'ai eue avec Isabelle Turcotte. Elle est la CMO de Scale AI et également la grande responsable de l'événement All-In de Scale AI. Isabelle Turcotte, bonjour. Bonjour Bruno. Isabelle, on se retrouve ici dans l'espace du pavillon canadien pour avoir arpenté le salon 2-3 fois là, depuis le début. C'est un des bons kiosques au niveau de la grandeur de superficie, mais surtout, c'est probablement un des kiosques les plus actifs. Quand vous regardez la délégation canadienne que vous avez organisée comme ça,
Qu'est-ce que ça vous dit de l'intérêt envers l'IA canadien? Il y a un grand intérêt. Puis peut-être je reculerai en disant, dans les dernières années, on a beaucoup investi en recherche, dans nos talents, et là, ça paye. Dans le fond, là, c'est le temps de convertir en opportunités d'affaires. Puis c'est vraiment ça qu'on voit qui est génial, c'est que nos entreprises sont prêtes, maintenant sont matures, sont prêtes à exporter. On a des super exemples qui t'ont été présentés aussi, d'entreprises qui, dans les dernières années, ont développé des solutions concrètes au Canada. Ils ont testé leur modèle, que ce soit des solutions ou des services. Et là, ils sont prêts maintenant à venir l'exporter, le vendre aux Français, aux Européens. Et on voit qu'il y a un fort intérêt aussi de l'Europe envers ce qu'on a fait parce qu'on est un peu d'avance sur eux sur plusieurs aspects. Là. Quand on regarde, là où on est en 2024, on sent qu'il y a une présence canadienne importante. Si le Canada avait été aussi présent l'an dernier, ça aurait ressemblé à quoi? Parce qu'on voit une progression d'année en année. Oui, c'est une bonne question. L'an dernier, ça aurait probablement été une plus petite version de nous-mêmes de cette année. Mais certainement, il y a 3 ou 4 ans, ça n'aurait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, je parlais de maturité. Lorsqu'on a commencé Scale AI, il y avait des entreprises qui voulaient adopter l'IA, mais c'était un défi de trouver qui allait pouvoir les aider. On se faisait poser la question, par où je commence? Si je veux faire de l'IA, par où je commence? Qui peut m'aider? C'est un gros défi, ça, pour Scale AI au départ. Aujourd'hui, il y a tout plein de joueurs qui peuvent les aider, tout plein de solutions, mais c'est un début quand même. Là, même si je suis très positive parce que là, on est dans l'effervescence, on a un beau kiosque, une présence qu'on peut être fier. Alors, je pense que tout Canadien et Québécois peut être vraiment fier de notre présence ici. Mais il y a encore du travail à faire pour s'assurer que ces entreprises-là, ils survivent et ils croient. Parce que notre demande intérieure, on en parle souvent, et quand même, on a besoin de la stimuler. Les entreprises sont un peu lentes à adopter l'IA au Canada, ce qui n'est pas nécessairement un cas unique, parce qu'on avait des discussions avec le gouvernement français hier, avec l'OCDE. C'est un peu le même aspect un peu partout. Il y a une certaine lenteur à adopter à grande échelle. Sauf que pour le Canada, c'est un enjeu super important pour la productivité. Si on veut vraiment pouvoir améliorer notre productivité puis croître économiquement, on doit s'assurer que nos entreprises transforment leur processus ou améliorent leur façon de faire. Et l'IA, c'est une bonne solution pour ça. Pour nos entreprises, mais pendant que j'ai le micro, je dirais aussi pour nos services publics. Je pense qu'au sein de nos services publics, l'IA pourrait vraiment nous aider à être beaucoup plus efficaces. Parce qu'on doit tous se poser la question comment on peut faire plus avec moins, et ça peut être une bonne solution. Mais c'est toute une autre discussion. Mais dans le fond, ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau des entreprises, ici, on veut continuer à les soutenir. Au Canada, c'est un défi, on doit accroître l'adoption au sein de nos entreprises, mais des grandes entreprises, mais on doit aussi les aider à trouver des marchés à l'extérieur pour pallier un peu. Puis à ce niveau-là, on organise des pavillons comme on fait présentement. On en vise d'autres aussi dans les prochains mois, les prochaines années, pour vraiment les aider à ce que leurs solutions soient achetées à l'extérieur puis qu'ils puissent faire croître de façon majeure. Quand on regarde la délégation, il y a vraiment 2 types d'entreprises qui se démarquent. Il y a ceux qui n'ont pas encore de partenaires ou de clients en Europe, et il y a ceux qui sont vraiment là, imbriqués dans la dynamique européenne. Je pense à Videns Analytics, qui est chez les grands, là, Airbus, qui est dans le domaine de l'énergie aussi. Puis de l'autre côté, vous avez une entreprise, par exemple, comme Movea, qui a le vent dans les voiles au Québec, mais ici, qui n'est pas encore connue. Comment on arrive à jongler avec ces 2 réalités-là? Bien, c'était un beau défi. C'était un défi le fun. C'est que dans le fond, quand on a dit on s'en va faire un pavillon à Vivatech, on a fait un appel à candidature. On a reçu 175 réponses. Donc, ça montre qu'il y a effectivement tout un foisonnement d'entreprises qui se sentent prêtes, parce que le premier critère qu'on demandait, c'est d'être prête à exporter. Donc, on a analysé tout ça et on a dû malheureusement choisir. Au début, on s'était visé 30. Quand on a vu l'ampleur et l'intérêt aussi des entreprises-là, on a passé à 60. Donc, on est ici avec 60 entreprises. Il y a plusieurs organismes qui sont greffés à nous, donc on a une délégation d'à peu près 150-160 personnes. C'est quand même beaucoup pour un pays. On le voit, les autres pays ne sont pas aussi bien représentés. Mais la différence de maturité entre un et l'autre ou d'expérience varie beaucoup.
Elle varie aussi selon les provinces, selon le type, parce que chacun d'entre eux adresse différentes industries ou différentes audiences pour leurs solutions et tout ça. Donc, je pense que le rôle qu'on a à nous, c'est de les aider à rejoindre la bonne audience une fois rendus ici, là. Parce que c'est ça, dans la délégation que vous avez amenée ici, il y a la partie que tous les participants là, de Vivatech vont voir, c'est-à-dire un grand kiosque, un endroit où on peut arrêter, il y a des stations à chaque endroit et on peut rencontrer une entreprise. Mais il y a tout le travail de coulisses qui se fait. Il y a toutes les rencontres. Puis je regardais votre horaire, il y a les rencontres politiques, il y a les rencontres économiques, il y a les rencontres internationales. Il y a beaucoup en jeu dans une mission comme vous êtes en train d'organiser. Oui, il y a beaucoup en jeu. D'abord, la priorité, par exemple, ça doit vraiment être d'aider nos entreprises, de stimuler les opportunités pour eux de parler avec des entreprises d'ici. Mais il y a tout le côté politique aussi, parce que les Français étaient intéressés à nous rencontrer. Fait que oui, on a fait beaucoup de rencontres politiques. Il y a beaucoup d'argent en Europe et en France qui va être déployé dans les prochaines années. Le rôle que l'on peut jouer, nous, c'est un peu un rôle de conseil. Parce que, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est ce que Scale AI a bâti dans les 5 dernières années, ça a un fort intérêt. Principalement, comme par exemple, hier, en fin de journée, on avait une rencontre avec le gouvernement français. Donc, eux, ils ont une enveloppe de 54 milliards. Ils ont à déterminer comment ils vont s'y prendre pour déployer cet argent-là. Donc, l'expertise de Scale AI était de fort intérêt pour eux de comprendre. Parce que il y a tout l'aspect, oui, dépenser en recherche, académique, c'est super important. Et ça, ils comprennent bien, comme on le fait aussi au Canada. Mais tout le fait de comment on va déployer cet argent-là au sein de l'industrie pour aider les entreprises, tout ça, bien ça, c'est une expertise que nous, on a, qui sont intéressés à ce qu'on partage avec eux. Est-ce que j'entends que Scale AI pourrait également être présente en France? Scale AI, non, parce que Scale AI, on est une entité du gouvernement fédéral, si on veut. On est un OBNL et on gère des fonds d'investissement pour le gouvernement fédéral sous forme de prêts aux entreprises quand ils font, pas de prêts, mais de subventions aux entreprises quand ils font des projets d'IA. Mais cette expertise-là est d'intérêt pour eux. Donc, on n'ouvrirait pas un Scale AI en Europe, mais on va partager avec eux notre expertise, nos bons conseils, puis utiliser, par exemple, ces connexions-là, cette collaboration-là pour pouvoir promouvoir notre écosystème à nous. Puis si on peut le faire par des événements ici, on peut le faire aussi parce que là, ils sont tous intéressés à venir à All In. Donc, en septembre prochain, on continue le travail au sein d'All In pour ces organisations-là. Puis aussi, il y a le sommet de l'IA qui va avoir lieu à Paris en février prochain, pour lequel on nous demande de les aider aussi à participer à toute la réflexion sur s'assurer qu'on discute des bons enjeux. Parce que jusqu'à date, ces sommets d'IA-là ont été organisés très proches des gouvernements. Donc, il y en a eu un au UK en novembre dernier, un en Corée. Et jusqu'à date, ils ont beaucoup parlé de l'IA, le côté éthique, le côté gouvernance, le côté AI safety, là. Plus d'une façon de nation entre nations. Mais là, tranquillement, vu que ces aspects-là sont de plus en plus discutés, tranquillement, ils s'intéressent à l'IA pour la business. Et c'est là où nous, on a vraiment quelque chose à dire. C'est là qu'on va venir les aider pour tout ce qui est l'IA vraiment appliqué aux entreprises. J'allais dire, vous êtes au début, là, mais il y a quand même beaucoup d'années de travail derrière ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. De voir que tout le travail que vous avez fait, que le savoir-faire que vous avez développé est reconnu comme ça et que des gens, par exemple en France, mais je sais qu'il y a aussi d'autres pays qui vous approchent, qu'est-ce que ça veut dire sur tout le chemin parcouru de votre côté chez Scale AI? Bien, je pense pour l'équipe, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'être, parce qu'on aurait pu prendre ce mandat-là et se dire, bon, nous, on est un organisme pour subventionner des entreprises, point. Mais on a pris très à cœur notre rôle de dire on crée un écosystème. On crée une industrie autour de l'IA pour l'économie canadienne. Donc, je pense que c'est une grande fierté pour nous tous. Récemment, il y avait Éric Kerr, le ministre de la cybersécurité là, au Québec, qui disait qu'il voulait développer la filière francophonie dans le domaine de la cybersécurité. Je me demandais, puisqu'on est en France, est-ce que c'est une filière qui vous intéresse aussi à développer, celle de la francophonie, et de monter le leadership canadien au niveau de la filière francophone dans le domaine de l'intelligence artificielle? Bien, avant hier, on a rencontré l'OIF et ils ont un fort intérêt, comme tout le monde, un peu tout organisme s'intéresse à l'IA présentement. Donc, il y a un fort intérêt d'ajouter l'IA dans les discussions de tous ces regroupements francophones-là.
Donc, eux aussi, ils nous ont fait part de leur calendrier d'événements dans les prochains mois, où ils vont être et tout ça, et ils cherchent à voir comment on peut les aider à s'assurer que l'IA soit à l'agenda de la programmation puis qu'il y ait des discussions. Parce que oui, il y a des potentiels assez intéressants, même pour nos entreprises. Quand on parle de francophonie, bien, ça ouvre la porte aussi à toute l'Afrique, par exemple. Et parfois, on peut faire l'analogie de se dire qu'en Afrique, pour le téléphone mobile, ils sont passés tout de suite aux nouvelles technologies. Donc, ça peut un peu la même chose avec l'IA. Ils pourraient rapidement passer à des applications d'IA qui sont nouvellement développées. Donc, pour des entreprises comme Érudit, par exemple, qui ont développé des solutions d'AI, on appelle ça du HR Tech pour les ressources humaines. Donc, une meilleure optimisation de nos ressources humaines. Ils ont une filière intéressante dans tout ce qui est port. Entre autres, ici, ils sont très populaires parce qu'ils vont être au Havre, au port du Havre. Mais ils ont aussi en discussion avec plusieurs ports en Afrique. Donc, oui, la francophonie peut être un marché spécifique, surtout pour nos francophones du pays. En terminant, on revient au Canada, on revient au pays. Aujourd'hui, quand vous regardez l'industrie, l'écosystème, la vôtre, mais aussi celle qui vit à côté, comment vous pourriez qualifier l'état des choses si on compare là, genre à l'an dernier et si on regarde à ce qui s'en vient en 2025? Vous diriez que l'industrie de l'IA au Canada, elle se positionne comment? Ça va plutôt bien pour le moment, oui. Puis je pense que c'est comme la première partie de ta question sur comment on a évolué. Il y a eu un point majeur dans le développement de l'IA générative. Ça a vraiment accéléré les choses dans les derniers 2 ans. Versus avant. Avant, on prêchait plus en disant, bon, l'IA va vraiment nous aider avec la productivité. Là, l'IA s'est retrouvée dans tous les médias. Maintenant, on en parle pratiquement tous les jours, dans tous les journaux. Donc ça fait une grosse différence grâce à l'IA générative. Je pense que là, on va rentrer dans un mode un peu plus concret, de dire, bon, il y a eu le hype, il y a tout le développement, mais maintenant, comment on peut concrètement en tirer profit? Et des exemples concrets, mais aussi des résultats. Et on va quantifier les impacts. Et là, on commence déjà à avoir des chiffres intéressants pour pouvoir dire, bon, quand on gère mieux notre prévision de la demande ou notre inventaire, bon, c'est-tu 10, c'est-tu 30% qu'on peut aller chercher au niveau des dépenses et tout ça. Donc, je pense que dans les prochains mois, on va tomber dans le beaucoup plus concret, mais aussi dans l'art du possible qui constamment évolue et on va trouver plein d'autres solutions encore. Parce que là, les attentes sont là. Oui, tout à fait. Oui. Isabelle Turcotte, merci beaucoup. Et puis félicitations pour votre belle mission. Merci, c'est un plaisir. Parmi la 60aine d'entreprises canadiennes présentes, je vous propose 2 entrevues avec 2 entreprises qui font dans l'intelligence artificielle. On va entendre Dominique Dany, le président de l'entreprise québécoise Move AI, mais juste avant, on va écouter les propos de Sarah Legendre-Bilodeau. Elle est la PDG de Videm Analytics qui fait de grosses affaires en Europe. Sarah Legendre-Bilodeau, bonjour. Bonjour. Vous avez une belle histoire, vous, à raconter, hein? Parce qu'une entreprise québécoise qui commence à être assez présente en France avec des partenaires importants. Qu'est-ce que c'est exactement votre expertise? Oui, nous, on est spécialisés dans l'intelligence artificielle et la donnée. Donc, on développe des solutions bout en bout, sur mesure, hautement spécialisées pour nos clients. Nos clients qui peuvent être des entreprises là, de la PME jusqu'à la très grande entreprise. Puis en fait, en France, c'est là qu'on a du succès. C'est vraiment au sein de la très grande entreprise. Là, par exemple, Cyradiel, qui est une filiale d'Engie Énergie, ou Airbus à Toulouse également. Pourquoi on vient chercher une entreprise québécoise? Il y en a d'autres en France qui pourraient le faire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différente et qu'on apprécie ce que vous faites? Oui, bien, ce qui est certain, c'est qu'il y a un savoir-faire au Québec, au Canada, qui est super important en intelligence artificielle. On fait partie d'un écosystème qui est très riche. On a une renommée internationale. Puis en fait, Vidence, nous, on a des clients en France depuis 2019, là, alors que la compagnie avait été créée en 2018. Donc, très tôt dans l'âge de la compagnie, on a eu nos premiers succès en France. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau, du pragmatisme peut-être nord-américain, de notre façon de collaborer aussi chez Vidence. Nos mandats, nos projets ne se font pas peut-être de façon traditionnelle comme on le fait en technologie, mais on le fait beaucoup dans une optique de collaboration, d'évolution de l'expertise au sein des grands groupes qu'on accompagne en même temps. Puis en fait, nous, on a un désir d'avoir de l'impact super rapidement
grâce à nos projets. Donc, je sais pas, on a une recette gagnante, je pense, qui fait que on a un certain succès en France, effectivement. Est-ce que tous les mouvements de nouvelles versions qu'on voit apparaître dans les derniers mois, pour pas dire les dernières semaines, c'est quelque chose qui vient bousculer votre modèle à vous? Je dirais pas bousculer, mais en fait, peut-être accélérer. Accélérer effectivement avec tout le potentiel, le nouveau potentiel de l'IA générative. En fait, on faisait de l'intelligence artificielle bien avant ça. Hein? Nous, depuis 2018, mais avant ça aussi, on en parlait de l'intelligence artificielle, puis ça a apporté d'autres noms aussi. Mais avec, dans la dernière année, c'est beaucoup l'IA générative avec ChatGPT ou autres outils de genre. Puis, en fait, c'est que il y a une adoption qui est beaucoup plus facile à faire pour des solutions de base en intelligence artificielle. Donc, c'est comme si ça permet aux entreprises de prendre un gros pas très rapidement, puis d'expérimenter rapidement, puis ensuite, bien, ils voient le potentiel, puis là, c'est là que nous, on arrive à personnaliser, à améliorer les solutions, à faire en sorte qu'ils vont être plus efficaces, meilleurs. Ouais. Et une entreprise comme la vôtre, où elle voit son développement? Quels sont les domaines dans lesquels vous allez tenter de percer là, prochainement? Oui, bien... Les secteurs? Oui, en fait, il y a plusieurs domaines. Nous, Vidence, on est actifs historiquement beaucoup dans l'assurance, le bancaire, la finance. Et depuis 2 ans, beaucoup maintenant dans l'industriel manufacturier. Et il y a tellement de besoins. En fait, je pense que le domaine financier des assurances est arrivé à une certaine maturité peut-être au niveau de l'utilisation de certaines approches d'intelligence artificielle, alors que dans le manufacturier, dans l'industriel, dans tout ce qui est amélioration des processus à l'interne, tout ce qui est autour du cœur de métier, par exemple, d'un Airbus, le potentiel est énorme d'amélioration, puis de gain de productivité grâce à l'IA. Puis nous, c'est ça qu'on arrive à faire. Là, je vous prends, vous êtes en tournée entre vos clients, c'est drôle de vous voir aller. Mais Vivatech, ça représente quoi pour vous? Nous, notre première participation à Vivatech était l'année dernière, en juin. C'est là, d'ailleurs, qu'on a rencontré les gens de chez Cyradiel Engie Énergie, puis qu'on a pu bâtir notre partenariat pendant toute la dernière année. Donc, c'est quand même important. Puis, je dirais qu'on a d'autres belles annonces à venir sur des choses qu'on a amorcées à Vivatech l'année dernière. Donc, pour moi, c'est un incontournable. C'est certain qu'on va vouloir participer les prochaines années également. Bien, je vous laisse aller rejoindre vos prochains clients. Puis merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Bon Vivatech. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Dominique Dany, bonjour. Bonjour. Dominique, vous êtes ici présent. Vous êtes, le patron de Moveai. C'est la première fois que vous êtes à Vivatech, hein? Oui, pour moi, c'est la première année. Donc, on vient avec la délégation du Canada pour montrer au reste du monde tout ce qu'on sait faire à Montréal en intelligence artificielle. Je pense qu'on a quand même, on est assez avancé. C'est le fun de venir ici pour en parler avec les gens puis voir ce qui se fait ailleurs que chez nous. Vous êtes, je ne vais pas dire que vous êtes partout, mais vous êtes dans de nombreux endroits où les gens ne savent pas que vous êtes. Vous êtes vraiment dans le décor. Je pense notamment à Radio-Canada où vous faites de la transcription de texte télé. Oui, exact. Le texte et l'audio de tout ce qui est contenu de Radio-Canada. C'est un projet qu'on a fait il y a 1 an à peu près. Ça roulait au quotidien, cette affaire-là. Oui, exact. Oui, ça roule et ça transforme le texte, les vidéos et l'audio en texte. Ça permet après d'être capable de chercher des segments et de plus facilement retrouver des segments d'émissions pour aider Radio-Canada à réutiliser ce contenu-là. Je voyais que vous aviez aussi travaillé avec Métro. Oui, chez Métro, on fait la prédiction de la demande pour tout ce qui est fruits et le comptoir de viande. Donc, on est capable de prédire dans une centaine d'épiceries au Québec aujourd'hui quelle sera la demande pour tous ces produits-là. Donc, on aide à réduire la perte, mais aussi à la planification de la main-d'œuvre. Donc, si c'est la Saint-Jean-Baptiste et je vais vendre une quantité énorme d'hamburgers et de filets mignons, il faut les préparer, ça. Donc, ils sont capables de prévoir la main-d'œuvre nécessaire pour faire ça à l'aide de la prédiction. Il y a plein d'autres clients dont je pourrais parler, puis ils sont présents avec vous virtuellement parce qu'ils font partie de ce que vous montrez aux Français qui passent à Vivatech. Mais il y a un client dont je pense vous pouvez être très fiers. C'est cette initiative que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé dans le contexte de l'éducation. Et comment on appellerait ça? C'est un aide à la correction des professeurs? Comment vous appelez ça? Exact. Donc, on fait la correction des dictées. Donc, l'élève au Collège Sainte-Anne fait sa dictée dans une interface numérique.
et automatiquement, l'algorithme va corriger le devoir de l'élève en temps presque réel. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est fait selon les règles déjà enseignées par l'enseignante. Donc, l'enseignant peut choisir quelle faute corriger et quelle faute ignorer. Et là, l'algorithme va décider de la note de l'élève. Puis, il va aussi être capable de faire des regroupements. Donc, aider l'enseignant à regrouper les élèves entre eux pour qu'ils puissent, selon leurs forces, leurs faiblesses, être meilleurs pour s'entraider et ainsi développer de meilleures capacités d'écrire. Puis comme la correction des dictées, c'est souvent long, c'était fait genre 2 semaines, le temps que le professeur puisse la faire. Aujourd'hui, c'est fait en temps réel, donc on donne un feedback réel à l'étudiant presque en temps réel. Donc, il y a une capacité d'apprendre beaucoup plus grande grâce à cet outil-là qui est fait par le Collège Sainte-Anne, mais c'est nous derrière qui faisons l'engin d'intelligence artificielle. Vous parlez de donner du feedback à l'étudiant. Il y a même une interface où le professeur peut laisser un message à l'étudiant. Oui, exact. Donc, lorsqu'il fait la correction, qui est très courte, là, il y a juste à valider que ce que fait l'AI, il peut laisser un message vocal, dire à l'étudiant, fais attention, tu as de la misère à conjuguer tel verbe, etc. Envoyer le message, confirmer la note, et automatiquement, l'élève reçoit sa correction de façon très rapide. Évidemment, je ne veux pas parler pour vous, puis je ne veux pas parler pour le collège non plus, mais j'imagine qu'un modèle comme ça, une fois que c'est développé, par la suite, ça peut faire son chemin. Ça pourrait être accessible à d'autres institutions scolaires. Ça pourrait même être accessible par le ministère de l'Éducation qui pourrait l'offrir aux écoles à travers le Québec. Oui, je vais laisser le Collège Sainte-Anne faire ça, mais c'est dans leur intention, puis ils ont déjà des discussions. Évidemment, les différentes commissions scolaires, quand ils voient ça, s'y intéressent. Donc, je sais qu'il y a déjà des conversations entre le Collège Sainte-Anne et le ministère de l'Éducation, les commissions scolaires, pour voir si on ne pourrait pas déployer ça à l'ensemble des élèves du Québec. Vous allez me dire « nous », mais c'est pas ça la réponse que je veux entendre de votre part. C'est quoi le lien entre un projet comme vous avez fait avec le Collège Sainte-Anne, ce que vous avez fait, ce que vous faites encore avec Métro et Radio-Canada? C'est quoi le lien qui unit tout ça? Nous, je vous dirais, on est spécialisé à trouver des solutions le plus simples possible à des problèmes complexes. Donc, on va toujours vouloir parler du problème du client avant même de parler de technologie. Souvent, on fait l'erreur de dire « il faut que je fasse du AI ». Mais on fait pas du AI, on utilise, c'est une technologie qu'on utilise pour régler des problèmes. Donc, nous, ce qu'on veut entendre, c'est parle-moi de ton problème. Si la technologie de l'AI est la bonne, on va t'aider à résoudre ton problème. Mais on veut d'abord trouver des vrais problèmes à régler et non juste parler de la technologie parce que c'est un buzzword à la mode, là. Si je vous demandais juste une question, un défi dans le contexte de l'intelligence artificielle, dans son utilisation, qui aujourd'hui, je ne dirais pas faire perdre du sommeil, mais qui vous titille le cerveau? Moi, personnellement, là, puis en mon nom et peut-être pas au nom de l'entreprise, ce qui me fait le plus peur, c'est la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui. Donc, je suis pas du camp de ceux qui sont très négatifs face à l'arrivée du AI. Par contre, ça va trop vite pour que l'humain s'adapte correctement. Donc, il faut trouver le moyen de s'assurer. C'est un outil qu'on veut donner aux humains pour les rendre plus performants. Donc, tu sais, l'idée de remplacer tous les humains, moi, j'y crois pas. Par contre, les humains doivent apprendre à travailler avec cette nouvelle technologie-là. Et là, ça va vite. Donc, comment on va être capable d'accompagner la transition de l'humain vers ces nouveaux outils-là? Pour moi, c'est le défi qui est le plus important à regarder aujourd'hui. Et même, mais d'un point de vue même logistique, parce que on le regarde si on suit un peu l'actualité, là. Encore la semaine dernière, il y a eu des nouveautés. On pense à GPT-4O, GPT-4O. On pense à Gemini 1.5. Microsoft va arriver avec son offre. Apple va arriver avec son offre. À un moment donné, quand vous travaillez avec des clients, vous développez des solutions sur des plateformes qui existent selon leurs besoins et leurs demandes, leurs spécifications. Mais vous, comment vous arrivez en arrière de ça à toujours être à jour? Heureusement, je travaille avec Olivier Blais qui passe ses nuits à regarder les nouvelles découvertes. Donc, il faut rester en avant de la parade, c'est ce qu'on dit à nos clients. Souvent, nos clients ont une équipe de data scientists, mais ils sont pas à jour. Nous, on va être là pour les accompagner. Souvent, on va accompagner nos clients, puis on va dire, nous, on reste à jour, j'ai pas le choix, sinon ma business va disparaître. Et on s'assure d'aider les clients à rester eux aussi à jour. Et oui, ça va très, très vite. Donc, il faut rester très alerte et être capable de pivoter rapidement, là. Vivatech, ça représente quoi pour vous? C'est une grosse conférence. C'est la première fois qu'on vient. Donc, nous, on est ici dans le kiosque du Canada, on rencontre des gens. Juste, je veux voir le marché, qu'est-ce qu'il a le goût, à quoi ils s'attendent. La culture française est différente. Donc, les firmes de services conseils comme nous ici, c'est pas très à la mode. C'est beaucoup de petites firmes qui font des choses très spécialisées.
alors que nous, on va les accompagner plus globalement. Donc, il faut apprendre à voir c'est quoi leurs vrais besoins, mais aussi s'inspirer de tout ce qu'il y a ici pour dire, OK, le futur, c'est quoi? J'ai à côté de moi, il y a le fameux truck Tesla dans le boot de Tesla. Il va y avoir IBM, il va y avoir toutes les grosses compagnies sont ici. Donc, c'est aussi un moment où je sors du bureau, je viens m'inspirer et souvent, tu as des nouvelles idées qui nous amènent ailleurs dans des contextes comme celui-là, très innovants. Dominique Dany, merci de m'avoir donné un peu de votre temps puis je vous souhaite un bon Vivatech. Oui, merci à vous. Au revoir. En marge des grandes entreprises françaises et internationales qui viennent présenter leurs services et leurs produits numériques à Vivatech, ce que je trouve intéressant, c'est de voir la présence africaine. Le Maghreb comme l'Afrique subsaharienne y tiennent kiosque et c'est justement là, dans le kiosque du Sénégal, que j'ai découvert une petite entreprise qui vient en aide aux artistes africains en utilisant le blockchain. Voici ma conversation avec le représentant de QCBook. Bonjour, moi je m'appelle Georges Bambi. Je suis cofondateur et CTO d'une marketplace de NFT au nom de QCBook et nous sommes basés en Afrique. Chez QCBook, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous accompagnons les artistes, les créateurs du numérique surtout et aussi physique à pouvoir en fait étendre leur travail au-delà des continents et voilà, donc permettre en fait de vendre leur travail. Parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, on a un problème surtout de traçabilité et du coup nous utilisons de nouvelles technologies pour pouvoir pallier en fait à ces problématiques. Dans le fond, vous leur permettez d'avoir une signature numérique sur leurs œuvres? Justement, une signature numérique, un authentificat, un certificat qui authentifie justement en fait les œuvres qu'ils créent. Alors, à quoi ressemble le cheminement d'un artiste sénégalais qui décide de travailler avec vous? En fait, ça dépend. S'il est déjà assez à l'aise avec les tablettes graphiques, du genre il dessine dans le numérique, ce sera encore beaucoup plus facile. Mais s'il ne l'est pas, nous avons la possibilité de numériser en fait une œuvre physique. Donc elle existe déjà en physique. Nous numérisons cette œuvre et une fois que l'acheteur achète le certificat numérique, donc le NFT, il reçoit en fait le physique en fonction de la dimension qu'il aimerait avoir, ou si le tableau est déjà prédéfini, il sera notifié que le tableau est déjà prédéfini avec ces dimensions-là. Vous me disiez que vous travaillez principalement avec des artistes africains. Pourquoi être présent à Vivatech? Nous sommes présents à la Vivatech justement pour pouvoir trouver des partenariats surtout, pouvoir trouver des collectionneurs aussi, parce que on a eu à faire des études qui montrent que très peu d'art africain ont été achetés par des grands collectionneurs d'œuvres. Et nous, ce que nous aimerions faire, c'est de pouvoir en fait casser ces barrières, parce qu'on a la possibilité d'authentifier, la possibilité de tracer une œuvre, de savoir exactement qui la crée et de pouvoir en fait le but c'est de pouvoir que les artistes en fait ils puissent se nourrir avec ce qu'ils font. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme retour de la part des artistes qui utilisent votre technologie? Les retours sont plutôt les barrières technologiques surtout, parce que quand on parle de blockchain, on parle de crypto, on parle de cartes bancaires, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font que sur notre marché, on est obligé de se réadapter, justement pourquoi on est là pour chercher des partenariats, par exemple dans les facilitations de moyens de paiement, dans plusieurs choses en fait. Donc en fait l'accessibilité surtout, et je pense que c'est ça le problème majeur que nous avons rencontré. Sinon au fur et à mesure les gens ils commencent à comprendre comment est-ce que ça marche, surtout lorsqu'ils voient les avantages qu'ils peuvent avoir avec cette technologie. En terminant, Vivatech, ça représente quoi pour vous? La Vivatech, ça représente une opportunité, hein. C'est l'endroit où tous les start-upers, toutes les personnes qui ont un projet ou qui veulent investir sur un projet, dans un projet, se retrouvent en fait. Donc il y a de l'innovation, il y a pas de mots, hein. Je pense que c'est le marché de l'entrepreneuriat. Voilà. Merci à vous. On reste toujours dans la représentation africaine présente au Vivatech. De l'autre côté de l'allée, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai retrouvé une connaissance que je vous avais déjà présentée en 2019 et qui fait dans la récupération. J'ai pris des nouvelles de l'entreprise Coliba avec son créateur Bruno Koné. Bruno Koné, bonjour. Bonjour Bruno. En 2019, on avait parlé ensemble de Coliba. Ça fait 5 ans maintenant. C'est ça. Comment se porte Coliba Afrique? Écoute, Coliba se porte, on va dire bien, parce qu'en 5 ans, on a beaucoup évolué, énormément. Aujourd'hui, on se positionne comme l'un des acteurs majeurs sur le secteur de la collecte et le recyclage des déchets plastiques en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, on essaie de
de s'étendre donc, sur le territoire national. Donc on essaie de faire un bon maillage dans du territoire national avec nos infrastructures de collecte aujourd'hui. À terme, c'est 3000 tonnes. Donc en 2019, on était à 64 tonnes l'année, mais on a 3000 tonnes aujourd'hui. Donc les choses ont énormément évolué. En termes de défilé, en ce moment, on est sur un autre projet industriel. Donc on veut mettre en place une usine, mais vraiment tout automatisée, qui aura une capacité de collecte et de recyclage de 15 000 tonnes. Donc c'est très ambitieux. On veut multiplier notre capacité de collecte par 3, donc c'est ambitieux. Mais pour ça, on veut se donner les moyens pour les atteindre. Et c'est pour ça notre présence ici à Vivatech, de pouvoir justement présenter ce projet-là à des partenaires, parce qu'on est dans une démarche de co-développement et de co-partenariat, donc avec des grandes marques, mais aussi rechercher du cash, parce qu'il faut aussi du cash pour faire financer notre activité. Voilà. Et jusqu'à maintenant, Vivatech 2024, est-ce que c'est bon pour trouver de l'argent? Je dirais pas vraiment, parce qu'en fait, on ne va pas retrouver vraiment des DFI, des gros investisseurs ici. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir peut-être exposer ce qu'on fait. Mais notre approche aussi, elle est double, parce qu'on est dans une approche de co-création. Donc, trouver des synergies avec des entreprises donc de recyclage européens. Donc, c'est important. On est sur une approche de pouvoir commander des lignes de machines. Donc, on va regarder ce qui s'est fait aujourd'hui ici, faire des comparaisons de prix. Un des deuxièmes défis aussi, c'est le recrutement. Donc, on est là aussi pour des talents. Donc, on veut attirer aussi des talents de la diaspora à Abidjan. Donc, c'est important. Donc, ce type de salon-là permet aussi de pouvoir parler à ces personnes qui sont désireuses, justement, de revenir en Côte d'Ivoire. Je me souviens, moi, ça m'avait frappé quand on en avait parlé au début. C'est tellement une approche exportable un peu partout. Évidemment, bon, ça peut être dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous regardez? Effectivement. Alors, pour te dire vrai, tu sais qu'on avait eu une démarche avec un investisseur canadien qui est spécialisé dans le recyclage, donc des emballages plastiques, qui fait exactement ce qu'on fait. Donc, on a eu des discussions très avancées avec lui. Donc, lui, par exemple, sur la partie expertise, c'est de voir comment est-ce qu'on peut exporter en fait l'expertise canadienne en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple pour dire que dans notre modèle d'expansion, c'est vrai qu'on peut déployer notre modèle partout, mais nous aussi regardons sur de l'appropriation de l'expertise aussi à l'international et vice-versa, parce qu'aussi notre modèle aussi peut être aussi dupliqué dans les pays d'Asie du Sud-Est, de l'Afrique aussi. Voilà. Donc, on est très ouvert sur ce type de modèle-là. Ouais. Et de façon plus générale, 2024, est-ce que c'est une bonne année en Côte d'Ivoire pour travailler dans le numérique? Alors, déjà, j'avais dit oui, en gros oui, parce que déjà ici à Vivatech, on a un pavillon. Donc, ça fait la deuxième année consécutive que la Côte d'Ivoire a un pavillon sur des sujets liés à la tech et à l'innovation. Et un grand pavillon. Grand pavillon. L'année dernière, on n'était que 12 startups. Cette année, c'est 20 startups qui composent la délégation ivoirienne. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je dirais oui, 2024, c'est une bonne année pour parler des projets d'innovation tech en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que l'État de Côte d'Ivoire a compris qu'il fallait soutenir cet écosystème-là. Qu'est-ce qu'on a mis en place aujourd'hui? Des instruments. Donc la Côte d'Ivoire vient de voter une loi start-up, donc qui va faire bouger les choses, bien sûr. Donc il y a une loi start-up qui a été votée. Donc cette loi-là va permettre d'encadrer justement les porteurs de projets et de pouvoir les orienter pour le futur. Donc ça, c'est très bien. Deuxièmement, on a même au niveau des startups de Côte d'Ivoire qui commencent à lever on commence à avoir des levées en série A pour certaines startups. Donc on a Jamo, on a Sinetpay, Anka, Julaya. Donc ça, c'est des startups qui lèvent beaucoup d'argent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc ça donne de la visibilité sur l'écosystème tech et innovant en Côte d'Ivoire. Et enfin, je dirais qu'on a quand même des bonnes pépites qui commencent à émerger. Donc on a par exemple l'école polytechnique de Yamoussoukro, qui a un accélérateur en co-création avec Orange Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc vous avez aujourd'hui un écosystème qui s'y prête favorablement, et justement l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire, c'est d'un hub numérique. Et est-ce que tu sens, Bruno, que la relève est là? Absolument. Quand on va regarder la panoplie des projets, aujourd'hui, on a des projets qui traitent des sujets de l'intelligence artificielle. On y est aujourd'hui. On a des sujets sur la fintech, sur la dématérialisation des services postaux, etc. Donc, pour moi, je pense que la relève, elle va être relevée parce que on commence à avoir des projets assez diversifiés. Quand on regarde la maturité de l'écosystème de Côte d'Ivoire ces 10 dernières années,
ça va vachement évoluer. Et enfin, je dirais, vous avez la diaspora ivoirienne qui revient en Côte d'Ivoire parce qu'il y a tout à fait, et c'est les gens qui apportent de l'expertise et c'est plutôt mieux, on va dire, pour l'écosystème. Alors, dans 5 ans, je dirais que je vois un pays qui veut faire évoluer en fait l'innovation et la tech de manière optimale. L'ambition, c'est vraiment c'est de faire en sorte que l'innovation et la technologie, l'économie numérique, on va dire de façon plus globale, puisse contribuer au PIB de l'État de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est vraiment l'ambition affichée. Dans 5 ans, je vois également au moins une licorne qui viendra de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est ambitieux, mais c'est vraiment ça l'objectif, avoir une licorne qui vient de la Côte d'Ivoire dans les 5 années à venir et avoir un écosystème qui mûrit, qui grandit à 360 degrés. Bruno Connet, bon Vivatech. Merci mon frère Bruno. Il n'y a pas que l'Afrique qui est présente à Vivatech. L'Ukraine, la Grande-Bretagne, l'Italie sont présentes et même la Belgique. Je me suis arrêté au kiosque de Ionic, une entreprise belge qui fait dans le cadre connecté, mais pas n'importe quel type de cadre. Entrevue avec Olivier Fisset. Olivier Fisset, vous me dites que c'est une première mondiale, ce que vous présentez à Vivatech. Voilà, exactement. Donc ce sont des cadres d'art qui sont connectés, qui ne contiennent pas de lumière, d'accord. Donc c'est pas LCD, c'est pas un écran, c'est bien un cadre qui contient uniquement de l'encre. Et on a développé un système qui nous permet de lui envoyer une information photographique, qu'il la traite et qu'il reproduise la photo de notre choix, d'accord. Donc le cadre contient de l'encre et une petite batterie qu'il faut recharger une fois par an. Et par ailleurs, le possesseur du cadre a accès à une application. Et sur cette application, aujourd'hui, on a plus de 1500 œuvres d'art. Et ça vous permet de créer l'art du changement, je vais dire, chez vous, au bureau, quand vous le souhaitez, sur une base d'artistes réellement cotés, une vraie qualité qui est à votre disposition et qui vous permet de changer d'ambiance en un clic. Le cadre, il va être accessible à partir de marchands, il va être accessible en ligne. C'est quoi votre plateforme de distribution? Alors pour le moment, jusqu'aujourd'hui, on a géré toute la distribution dans le monde entier. Et maintenant, on est en train de créer un réseau de distributeurs dans le monde qui nous permettent d'assumer plus facilement la gestion des clients à l'étranger. Et donc petit à petit, on a des distributeurs un petit peu partout qui nous font faire des bonds en avant. Donc c'est très bien. Et aujourd'hui, votre parc d'écrans, il représente quoi? On en vend entre 50 et 100 par mois, selon les mois, d'accord. On a été créé, le lancement commercial était en janvier 21. Et donc depuis, on ne cesse de grandir en termes de quantité, de livraison, de capacité de création, parce que la particularité du produit, c'est qu'il est pensé, designé, produit, fabriqué en Belgique par nous. Et donc, il faut gérer l'entièreté de la chaîne de production, on va dire, du départ jusqu'à la livraison chez le client. Et on a tout fait grandir en même temps, aussi bien les livraisons que les quantités de vente. Donc aujourd'hui, on est dans une situation assez positive. Mais je reviens avec ma question, ça peut représenter quoi le parc maintenant à travers le monde? Il doit y en avoir sans doute entre 1500 et 2000. Techniquement, comment ça fonctionne? Évidemment, vous me dites c'est à partir d'une application qu'on fait notre choix d'artistes, d'œuvres, mais je présume qu'il y a un système d'abonnement là-dedans. C'est ça qui est facultatif. Donc le possesseur d'un cadre a le choix du business model, je vais dire. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait rester dans une fonction gratuite où il reçoit une quantité plus limitée d'œuvres avec certains aspects techniques de l'application un peu plus réduits, ou bien partir sur un abonnement qui est à 12,99 € par mois et qui permet d'avoir l'entièreté des œuvres à disposition, l'entièreté des fonctionnalités de l'application et surtout qui nous permet tous les trimestres de sortir les statistiques, je vais dire, des photos et de rémunérer les artistes grâce à ce camembert constitué des 12,99 € en fonction de leur visibilité. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif parce que ça permet aux artistes d'avoir un nouveau support, d'être présents sur quelque chose de novateur dans le monde entier et d'être rémunérés pour ça. Et donc, vous êtes également un distributeur d'art? Oui, c'est ça, exactement, on est bien d'accord. Voilà, on permet de créer l'art du changement à domicile, au bureau. Et qu'est-ce que c'est la rétroaction de vos clients qui possèdent ces cadres-là? Ils les utilisent au début, forcément, ils changent de photo toutes les 3 minutes parce qu'il y a un peu l'effet jouet qui est là pendant une période déterminée. Et ensuite, ça se calme et ils aiment profiter des œuvres d'art qui sont réellement qualitatives pendant un temps plus ou moins long.
et ensuite se provoquer l'effet, ce qu'on appelle entrée plat dessert, inviter des amis à la maison, ne rien dire, envoyer une œuvre pour l'entrée, une autre œuvre pour le plat. À ce moment-là, personne ne va réagir, tout le monde va se dire j'ai un peu trop bu. Et ensuite pour le dessert, on envoie la troisième, et là les gens se permettent quand même de dire bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et voilà, et là on crée, ça devient un talking point, c'est très positif. On a des expériences dans le monde hôtelier, dans la restauration, parce que ça crée vraiment une expérience qui est différente. Ben, vous amenez ma prochaine question. À quoi ressemble le portrait type d'un de vos utilisateurs? Alors on a un gros panel de clients B2C qui souhaitent décorer leur intérieur avec un produit de qualité. Et on a, donc je dirais 45% c'est du B2C, 55% c'est du B2B avec une part hôtelière, gros compte, création de contenu. On a ça avec des grosses maisons comme Barnes, par exemple, où on équipe leurs agences françaises. On a des comme L'Oréal, par exemple, où on leur fournit des cadres. Des endroits emblématiques comme les Deux Magots à Paris, qui est un restaurant-bar dans Paris qui est bien connu, où ils sont équipés en cadre ionique avec du contenu qui leur est propre, où on crée vraiment une expérience à leurs clients. On a ça au Flavio, au Touquet. Le Flavio est un restaurant qui a une particularité bien précise, c'est de contenir encore aujourd'hui le premier piano sur lequel Serge Gainsbourg a joué ses premières notes en public. Et pour le client, entre justement l'entrée, le plat et le dessert, on lui raconte une histoire et on explique la vie de Serge Gainsbourg en différents clichés pendant son repas. Voilà. À quoi ça ressemble le coût d'acquisition? Oui, donc il y a différentes tailles de cadres. Donc le cadre, le Jane taille normale, on va dire, il est à 1 790 €, toutes taxes comprises. Ensuite, on a la deuxième taille qui est le Lean, qui lui est à 3 990 €. Et puis la troisième taille qui est le Maxine, qui lui est à 8 890 €, toutes taxes comprises. Merci beaucoup et félicitations. Et puis je termine avec cette rencontre, un véritable coup de cœur pour un produit bien pensé. C'est au détour des kiosques de Vivatech que je suis tombé sur la délégation de l'île de la Réunion. Et quelle belle découverte! J'ai rencontré le fabricant Rutech qui fabrique un lampadaire solaire qui prend des formes, des airs de palmier. Voici ma rencontre. Jean-Marie Casimir, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est votre approche pour arriver à faire de la capture solaire? Nous, aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait au niveau de la Réunion, en tout cas de l'île de la Réunion, notre approche a été surtout une approche plus côté nature, avoir une énergie propre et un éclairage avec une source d'énergie propre. On dispose d'un ensoleillement suffisant, plus que suffisant d'ailleurs, pour pouvoir, je dirais, le soir, le transformer en éclairage. Et on est parti, je dirais, pour concevoir ce luminaire-là, d'un défi d'ailleurs. On avait un lotissement à alimenter et la maire, je dirais, de la possession, voulait avoir un éclairage public autonome. Et on est parti de là. On s'est lancé un défi et 12 mois après, on avait créé le luminaire et il était en place. Oui, mais il y a luminaire et luminaire. Vous, là, c'est presque une œuvre d'art, votre affaire. On a travaillé dessus pour essayer d'avoir, je dirais, une identification réunionnaise aussi. C'est-à-dire que là, on est parti sur le cœur d'un palmier. Techniquement, après, on a été rattrapé par le panneau solaire, je dirais, qui nous a donné des contraintes techniques. Et aujourd'hui, on est plus sur une planche de surf. Le design est là, quoi, je dirais. On a travaillé sur la qualité des matériaux, de façon qu'on ait une durabilité sur le matériel lui-même. Parce qu'on est confronté, nous, à La Réunion, à des problèmes de salamarin, des vents extrêmes, parce qu'on a des cyclones. Donc aujourd'hui, le luminaire il a été traité pour tout ça. Et on est susceptible d'avoir des vents de plus de 270 km/h et le luminaire il va tenir. Alors on a des forces cycloniques, on a des normes, je dirais, françaises, des normes aussi cycloniques. Donc on se doit de respecter tout ça et d'aller un peu plus loin, de façon que ça tient un peu plus longtemps. Par exemple, le panneau solaire, on ne travaille pas. Le panneau solaire est intégré, il n'est pas en polycarbonate, mais il est en verre trempé. C'est un pare-brise feuilleté qu'on a mis dessus, de façon qu'on ait cette productivité d'énergie qui est à très très long terme. Mais avec ce savoir-faire que vous avez développé, avec un produit qui existe, j'imagine que la prochaine étape, c'est l'exportation? Tout à fait, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui au Salon Vivatech et la région Réunion nous donne cette opportunité d'y être.
de façon à se faire connaître. Et vous-même, vous avez remarqué notre produit par rapport à son design. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, là où on a mis nos lampadaires, les gens se rendent même pas compte qu'un lampadaire existe. Parce qu'il passe tout à fait inaperçu et il est totalement intégré à la nature. En étant présent ici à Vivatech, bien, évidemment, vous le dites, là, c'est question d'attirer l'attention et peut-être d'exporter le produit. Est-ce qu'il y a aussi un côté ressources humaines? Est-ce que vous cherchez du talent? Nous, on a déjà, je dirais, notre potentiel au niveau ressources humaines, mais tout compte fait, le fait de l'exporter automatiquement, on aura des bases sur les autres pays. Et là, on aura aussi des ressources humaines. Tout à fait normal, parce que les interventions, étant donné qu'on a aussi là-dessus un système, je dirais, de pilotage automatique et de suivi de lampadaires, et tous les défauts seront remontés sur la source. Et là, on devra faire intervenir une personne, une équipe, à l'autre bout du monde. Quand vous avez développé ce lampadaire, c'était quoi le plus grand défi? Le plus grand défi a été une notion de temps pour nous. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que j'avais mon maître d'ouvrage et j'avais 1 an pour sortir le lampadaire. Donc en 1 an, sortir un lampadaire de cette qualité, il a fallu déjà qu'on recense ce qui n'allait pas sur tous les lampadaires solaires pour corriger et sortir, je dirais, un matériel de qualité. Et on s'est mis à l'œuvre. On a mis 7 ingénieurs, 2 designers dessus, avec un cahier des charges extrêmement strict. Et au bout de 9 mois après, les luminaires étaient fabriqués. Formidable. En terminant, si je vous demandais quel est votre commentaire concernant Vivatech, votre expérience? Alors Vivatech, pour nous, c'est le premier salon qu'on fait à Vivatech. Je trouve ça génial parce qu'on communique, on voit énormément de gens que sur notre petit caillou, on ne verrait pas. Bien sûr, il y a Internet, mais il faut se faire connaître. Mais quand les gens voient le produit, ils ont une autre approche. Et le fait que nous, on ait pris la possibilité de faire venir ce lampadaire par avion, aujourd'hui, les gens se rendent compte du matériel qu'on a. Et c'est vraiment un matériel de qualité. C'est le matériel, mais c'est aussi le savoir-faire. Ah, il y a aussi toute la technicité. Moi, tout compte fait, j'ai fait 35 ans à EDF en tant que chargé d'affaires en conception et réalisation d'ouvrages. Quand on construit un ouvrage à EDF, c'est pour 30-40 ans. Et c'est pour ça que j'ai tenu à créer ce luminaire avec tout le professionnalisme que j'avais. On est concepteur, vendre un matériel, faire un matériel pour le vendre, tout le monde sait le faire. Mais concevoir un matériel qui va tenir dans le temps, c'est autre chose. Jean-Marie Casimir, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Eh bien voilà, mon humble tour d'horizon de la 8e édition du Vivatech s'achève ainsi. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment, idéalement, que vous avez même appris quelque chose. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet, cette fois de retour à la maison avec de nouveaux invités. Bonne semaine, portez-vous bien et salutations de Paris.